Comme la plupart d'entre nous, j'ai toujours été gourmande. Un bec sucré comme on dit. Le problème, c'est que j'ai du mal à me contrôler. Du sucre, j'en mange toute la journée. Confiture, jus de fruits, céréales, bonbons. Mon péché mignon, ce sont les petits gâteaux que je mange tous les soirs peinarde quand tout le monde est couché. C'est mon moment à moi, ma récompense de fin de journée. Le hic, c'est que je ne peux plus m'en passer. Ça apporte du plaisir, hein, le sucre. Ouais. Et plus c'est sucré, plus c'est plaisant. Hein. Ah oui? Ah ouais. Plaisant, oui, sur le moment. Je me suis aperçue qu'après avoir mangé du sucre, j'avais des maux de tête. J'étais fatiguée, sans parler des kilos en trop qui s'installaient tranquillement mais sûrement. Alors, je me suis renseignée et j'ai découvert que l'Organisation mondiale de la santé, relayée par les médias, avait fait de cette petite poudre blanche sa bête noire. Obésité, diabète, maladies chroniques, on y apprend même que le sucre serait plus puissant que la drogue. Ouh là là, ça a l'air grave, docteur. Il y a une accoutumance réelle et un besoin. Ça, c'est sûr. C'est Voilà. tous les jours. Vous en êtes la preuve. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez besoin d'une piqûre de rappel toutes les 2 heures et de prendre ce sucre. Et vous n'êtes pas la seule. Eh oui, c'est bien tout le problème. Le sucre, on aime tous ça. C'est difficile de lui résister. Mais d'où nous vient cette appétence pour le goût sucré? On est élevé quelque part avec de l'amour et du sucre. Parce que quand on prend le sein de sa mère, c'est de l'amour et c'est du sucre. Alors, si le sucre est amour, on peut se dire que les industriels de l'agroalimentaire doivent beaucoup nous aimer, tellement ils mettent du sucre partout et en grande quantité. Du coup, je me demande comment m'y prendre pour me désintoxiquer. Après, c'est pas un poison. Il ne faut pas en avoir chez vous. Si vous en avez dans vos placards, ils vont être consommés et relativement rapidement. Un matin, je me suis réveillée, j'en ai eu assez. Je me sentais carrément ensuquée. Alors ce jour-là, j'ai pris une décision radicale. J'arrête le sucre. On ne peut pas supprimer une récompense naturelle. Parce qu'à un moment, on y revient. Pour prendre un bon départ, j'avais besoin de savoir de quoi on parle au juste quand on dit sucre. Alors j'ai apporté quelques échantillons à Hervé Tisse, chimiste de formation, gastronome par déformation, pour qu'il m'explique les différences entre tous les sucres. Sirop de glucose. Ouais, ça fait des tas de mots compliqués. Hein. Oh là là, je suis complètement perdue. Pour moi, du sucre, c'est du sucre, en fait. C'est du sucre blanc. Et aujourd'hui, il y en a tellement que je sais même plus quoi manger. Pour s'y retrouver, c'est bien de faire des catégories. D'accord. Donc, ça... En 2 minutes, j'avais presque tout compris. À part les édulcorants, il les a tous mis du même côté. Car tous ces sucres ne sont que des combinaisons de sucres que l'on connaît depuis toujours. L'humanité, dans le temps, pour avoir quelque chose de sucré, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mangeait des fruits. Oui. Bon. Dans les fruits, dans les légumes, par exemple dans les oignons, dans les carottes, dans les navets, dans tous les légumes, il y a 3 sucres, le glucose, le fructose et le saccharose. Une molécule de saccharose, c'est fait de 2 moitiés qui sont attachées comme ça. Il y en a une, quand on les sépare, une qui s'appelle le fructose et une qui s'appelle le glucose. Ils sont très semblables. Hein. Simplement, celui-là est très sucré, le fructose. Le fructose. Et le glucose, il est doux, mais il n'est pas très sucré, très peu sucré. Bon. Et le saccharose, il est insucré entre les deux. D'accord. Donc le plus sucré, c'est le fructose. C'est le fructose. Voilà. Est-ce que le fructose, c'est le sucre des fruits? Non, parce que je vous ai dit que dans tous les fruits et tous les légumes, il y avait du glucose, du fructose, du saccharose. Pardon. Ils sont dans tous les fruits. C'est fou, hein, dans notre tête, on a vraiment... Mais oui, parce qu'il y a fructose, fruits. Oui, bah, oui, non, c'est facile. Non. Et Non, ça marche pas comme ça. Ah si, on n'a pas parlé de celui-là. Celui-ci, tout le monde se dit qu'il est meilleur. Moi, j'ai plein de... Ouais, mais tout le monde se dit, ah, c'est meilleur pour la santé. Surtout, n'utilise plus de sucre blanc mais raffiné. la santé, mais oui, mais c'est important. Ça, c'est du saccharose, sauf qu'il n'a pas été débarrassé de toutes les impuretés qui en ont fait un truc très pur. Le miel. Ça, j'adore. Ça, c'est ce que je préfère. C'est de l'eau, oui. Du glucose, du fructose, du saccharose. Plus des tas de trucs qui donnent du goût. Donc si j'arrête le sucre, il faut que j'arrête le miel. Absolument. D'accord. Mais vous arrêterez aussi le sirop d'agave si par hasard vous en preniez. Mais c'est toujours pareil. Les plantes, elles font du glucose, du fructose, du saccharose. D'accord. Ici, j'ai de la farine. Pensez que ces grains sont faits de chêne et ces maillons, c'est du glucose, 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 du glucose. Ok. D'accord. Quand je mange des spaghettis, du riz, des féculents en général. Des sucres lents. Des sucres lents.
Dans mon estomac, il se passe des choses parce qu'il y a des enzymes qui vont couper. Et puis, les petits morceaux de glucose vont être détachés. D'accord. Ça va passer dans le sang et ça me donne de l'énergie. D'accord. Et ça vient lentement. Est-ce que si j'enlève les sucres, il faut que j'enlève les sucres lents aussi ou pas, si je décide d'arrêter le sucre? N'arrêtez rien. En fait, je me suis rendu compte que quand je mange du sucre, ça appelle toujours le sucre. Donc, comme j'y arrive pas et que je suis gourmande, je me suis dit, je vais tout arrêter. Donc j'ai dit, j'arrête le sucre. Dire j'arrête tout, ça n'a aucun sens. Ce que vous me décrivez, c'est que vous avez besoin de ce sucre. Mais vous n'avez pas une addiction au sens où vous allez manger à la petite cuillère du sucre. Ah bah non. Voilà. Vous ne le mangez que dans le cas de petits gâteaux, de produits qui ont ce qu'on appelle un caractère hédonique, un caractère de plaisir. Tout système basé sur la frustration et la non-récompense a peu de chances de marcher. Moi, j'ai l'impression que le sucre m'abrutit, en fait. Mais est-ce que vous avez compris pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est vrai, en tout cas. Ce que je ressens, c'est vrai. C'est vrai parce que si je mets ici votre glycémie et si je mets ici le temps, vous avez le sucre qui va augmenter dans le sang, puisque c'est un dessert sucré. À ce moment-là, vous avez une sécrétion d'insuline, la sécrétion d'insuline qui va commencer. Et si elle est importante, votre sucre va diminuer, mais au lieu de revenir à la normale, il va descendre un petit peu par rapport à la normale. Il va faire ça. Et pendant ce temps-là, vous allez avoir un coup de pompe. Et vous allez même parfois avoir faim. C'est ce qui fait que, par exemple, vous avez des gens qui ont cette intolérance et qui, après le repas, s'endorment en réunion. Ah oui. Voilà. Et c'est pas parce que c'est des feignants. C'est qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils ont sommeil. D'accord? Ils ont le coup de pompe de l'hypoglycémie réactionnelle à un repas trop riche. D'accord. Ce que je vais faire, je vais vous mettre pendant une petite période au sevrage au sucre. Pour mettre votre métabolisme au repos. Parce que le sucre, c'est un élément indispensable à la vie. Et on va quand même faire en sorte que votre organisme en fabrique sans en apporter en plus. Pour me désintoxiquer des produits sucrés, il fallait passer par un sevrage total. À ma grande surprise, en plus des sucres rapides, il m'a aussi enlevé tous les sucres lents. Il m'a juste autorisé 2 tartines de pain complet. Pas de pain blanc, parce que le pain blanc, c'est comme du sucre. Heureusement, j'avais droit aux fruits, mais sans en abuser. 2 fruits par jour? Oui. C'est assez de sucre, en fait, c'est ça? Après... c'est du fructose. Ouais. 3, ça va encore. Mais au-dessus, le fructose n'a pas le même métabolisme que le sucre classique. Le fructose est métabolisé par le foie. Le foie, quand il métabolise le fructose, il n'a pas le temps, il n'a pas la possibilité, il est surchargé, il ne peut pas métaboliser le gras. Donc ça fait du foie gras. Il le met de côté. Comment gave-t-on les oies? On les gave en les gavant de maïs. Le fructose du maïs fait qu'elles ont un foie gras. Voilà. Vous êtes en train de me dire que si je mange 10 pommes par jour, je vais faire du foie gras? Ah ben vous avez, si vous faites ça à long terme, vous allez avoir un foie gras, oui. Bah, attendez, il n'y a pas de raison que les oies réagissent d'une façon. Enfin, je suis désolé de vous parler comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok, je me suis dit, je vais arrêter le sucre ajouté, mais je vais pouvoir manger plein de fruits et tout. Non. Le fructose, si vous voulez, aujourd'hui. Alors, dans le fruit, il est moins ennuyeux que dans le sirop de fructose qu'on rajoute en industrie, parce qu'il est dans les fibres, donc il est absorbé de façon différente. Mais c'est du fructose. Pendant combien de temps? Alors ça, ce qu'on va faire, je vous regarde comme ça, on va faire un petit mois. J'avais donc 1 mois pour voir si l'arrêt du sucre allait avoir un impact sur mon corps et lequel. Je suis donc partie faire une batterie d'analyses. Et pour faire ça dans les règles de l'art, j'ai choisi un établissement pilote en Europe. Le centre spécialisé dans le métabolisme qui se situe à Estavayer-le-Lac, en Suisse. Ici, une équipe pluridisciplinaire de médecins travaille ensemble pour appréhender de manière globale les dérèglements causés par nos mauvaises habitudes alimentaires. Ils analysent même les effets que provoquent des images sucrées sur mon cerveau. Camille, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je vois des gâteaux, des images de gâteaux? Il y a certaines zones du cerveau qui attribuent une valeur de récompense à cette nourriture. Et pour des aliments qui sont beaucoup plus riches en calories, on a tendance à attribuer une récompense beaucoup plus forte. Les principaux problèmes liés à l'excès de sucre sont l'obésité et le diabète. Petit contrôle de ma glycémie, tout va bien. Et puis analyse de ma composition corporelle. Alors ça,
Le gros œuf, là, même si on est en Suisse, il n'est pas en chocolat. Il sert à calculer mon taux de graisse, car le sucre a la fâcheuse tendance à se transformer en graisse quand on ne le brûle pas tout de suite. Maintenant, on va voir votre composition corporelle. D'accord. Je pourrais plus rien, je pourrais pas vous mentir là. Je pourrais vous raconter que j'ai... À les machines, on peut pas mentir. Aux médecins, oui. Et à les machines, pas. Ça va? Très bien. Pour un homme, la bonne moyenne, c'est un taux de graisse d'environ 15% du poids total. Et pour une femme, c'est autour de 25%. C'est déjà fini. Vous savez tout. Vous pouvez sortir. Et je vais vous montrer les résultats de cette analyse. Donc aujourd'hui, vous avez, avec votre poids, 28,9% de graisse. C'est limite. C'est un peu limite. C'est à la limite supérieure de quelque chose de standard pour une femme de votre âge. C'est une situation qu'on retrouve malheureusement très très souvent. Si vous prenez 3-4 kilos par année, ça ne va pas du tout. Les risques, en fait, si je ne change pas, qu'est-ce que c'est? C'est que dans 2-3 ans, vous avez 30% de graisse. Dans 5 ans, vous avez 35% de graisse. Vous augmentez la quantité de graisse, vous allez perdre du muscle. Et votre santé elle va moins bien. Vous avez plus de risques de devenir peut-être diabétique, d'avoir un problème de cholestérol. C'est sûr que si on utilise beaucoup de sucre au niveau de l'alimentation, ça ne facilite pas notre organisme. Il travaille dans ces conditions qu'elles ne sont pas faciles. Les chiffres ont parlé. Je ne suis pas venue pour rien. J'ai appris que j'étais un peu au-dessus de la norme. Comme tout ça m'avait un peu chamboulée, j'ai appelé ma meilleure copine, Catherine, qui m'avait dit un jour qu'elle avait réussi à arrêter le sucre. Ça fait combien de temps, du coup? Pas longtemps. D'accord. Et ça alors, fait... bien fait. Tu ressens quelque chose là tout de Ouais, suite? je me sens bien parce que je me sens un peu plus légère, tu vois. Plus d'énergie. C'est dingue hein, ça. Moi ça m'avait fait la même chose. Ce que je ne savais pas, c'est que depuis Catherine, elle avait repris le sucre. Décidément, arrêter le sucre sur le long terme, ce n'est peut-être pas si simple que ça en a l'air. Ce que je comprends pas, c'est que si tu te sens vachement mieux... Pourquoi je le fais pas tout le temps? Bah ouais. C'est une question de volonté, faire hyper attention à ce que tu manges, enfin tu vas te faire attention au sucre, etc. Puis t'as des moments où t'en as, enfin je pense que t'en as besoin aussi. C'est psychologique aussi. Hein. Ouais, je pense, ouais. Il faut se garder des petits plaisirs. Et il faut, faut pas tout enlever. Il faut se garder des petits plaisirs. Pour justement pas à un moment se dire j'en peux plus, je craque. Ouais, parce ou que s'il y a là, un coup de stress, bon, je vais m'acheter un paquet de gâteaux. Ou je vais me prendre 2 plaquettes de chocolat, je vais les ingurgiter. Ce qui arrive souvent. Hein. Ça vous arrive? Mais ça. Moi, j'adore le sucre. C'est vrai? Ouais. Vous mangez quoi? Des glaces, chocolat, des biscuits. Sérieux? Donc je fais attention. Le stress, en fait, c'est ça le truc. C'est lui qui appelle le sucre. Si j'arrive à gérer mon stress, j'arriverai plus facilement à gérer le sucre. Alors, comme c'était le salon du Zen à Paris, je suis allée y faire un tour pour voir s'il y avait des solutions alternatives et naturelles pour m'aider à ne pas craquer. Il vous dit vous allez arrêter le sucre. Bah, si vous allez arrêter les gâteaux. Mais c'est ça. Je vous enlève quelque chose. Oui. Mais si je dis vous gardez les fruits, vous gardez la banane, il y a beaucoup de sucre là. J'en ai mangé 2 aujourd'hui. Ah, vous me dites ah merci, c'est bien et tout ça. Ça c'est la pensée, il faut tout retourner. Oui, en fait. Je n'ai rien arrêté, je commence tout. Exactement. Je me rends compte que quand je mange du sucre, c'est parce que je suis stressée. Donc je voudrais juste me détendre un peu, je sais pas si vous pouvez m'aider ou pas. On peut vous aider. Un petit peu. Relaxation, réflexologie, shiatsu, j'ai tout testé et c'est vrai que ça fait du bien. Pour le sucre, j'en suis moins sûre. Reste toujours la méthode Coué. Ma meilleure amie a rechuté, mon médecin addictologue adore le sucre, mes enfants grignotent leurs biscuits sous mon nez, bref, je me sens un peu seule. J'ai tenté de me rapprocher de la communauté des No Sugar, mais ils sont en grande partie aux États-Unis. Heureusement, j'ai trouvé Vladislas. Ça fait 2 ans qu'il a complètement arrêté le sucre. Moi, ça fait 1 semaine et je me demande comment je vais tenir.
Bonjour. Qu'est-ce que vous avez sans sucre? Vous avez des trucs sans sucre ou pas? Ça va être un peu compliqué, mais éventuellement j'aurai... De l'eau. Ça. Bonne nouvelle. Alors, je suis partie à sa rencontre pour qu'il m'explique comment elle est sa vie sans sucre ajouté. Comment ça s'est passé pour vous le premier mois? Parce que là, moi, je suis au début. C'est comme des primes. Hein, des primes. Ah ouais, mal de tête en permanence, une espèce de mauvaise humeur, tout simplement, comme s'il y avait quelque chose qui tapait sur la cervelle, quoi. Une mauvaise humeur pratiquement en permanence. On était samedi, c'était le jour des courses. Vladislas, depuis qu'il a arrêté le sucre, il a radicalement changé d'alimentation. Il mange des produits les moins raffinés et les moins transformés possibles. Vladislas, c'est une sorte d'autodidacte du végétal. Il a appris à tâter l'avocat, à palper le concombre et à écouter crisser la pomme. Quand j'ai commencé le sevrage, donc après j'avais un besoin, c'était de manger des fruits et des légumes, quoi. Ah ouais. Mais là c'était vraiment le besoin. J'avais l'impression d'être un vampire, quoi. J'avais fait ça. Pour les pommes, en fait, il faut les faire vibrer comme ça et on sent si elles sont pleines. Elle est pleine, elle est bien, celle-là elle est croquante. Un truc que je prends surtout pas, mais je sais pas si on le voit ici. Non, c'est du blanc de poulet comme ça. C'est ça là. Donc, ouais, ceux-là, ils sont très forts. Voilà, dextrose. Sel dextrose, de maïs. C'est quand même peu. Ouais, mais il y en a. C'est peu, mais il y en a. Ce que je vis, j'ai envie que vous le viviez. Moi, le matin, je me lève, j'ai une joie de vivre. Débordante, extraordinaire. C'est même mon épouse me jalouse le matin. Mais, vrai. Dans son chariot, il n'y a plus que des produits frais, parce que c'est lui qui prépare tout. Mais ici aussi, il se méfie. Ce n'est pas parce que c'est bio qu'il ne faut pas lire les étiquettes. Du sucre, il y en a partout. Le truc dont je me méfie, c'est tout ce qui est malte d'orge. C'est quoi? C'est du sucre, ça, non? C'est comme du sucre. Ça agit exactement comme du sucre. Il y a aussi en fait du sirop, tout ce qui est sirop de riz. Alors ça, c'est comme du sucre. Et il y a les fameuses céréales, celles-là, qui sont très très bien. C'est les flex, là. Voilà. Mais l'épeautre est complet. Donc moi, je cherche toujours que ça soit bien noté, que ça soit complet. Sans sucre ajouté, de toute façon, que ça soit marqué ou pas, je regarde systématiquement. Et donc ça, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose que j'utilise. Et tout le reste, non. Vous êtes un cueilleur-chasseur. Vous êtes des cueilleurs-chasseurs. D'accord? Donc, vous êtes là pour survivre. À l'époque, on se battait contre des animaux sauvages. On se battait contre une faune et une flore sauvage. Maintenant, on se bat contre l'industrie, contre les supermarchés. Vous devez rentrer dans un supermarché et faire le tri de ce qui est bon pour vous et de ce qui n'est pas bon. Et c'est votre devoir, vous devez survivre. Arrêter le sucre, c'est changer complètement d'habitude alimentaire. Privé de dessert, privé de goûter, il y a plein de rayons que l'on peut éviter. Le hic, c'est que l'on passe un temps fou à lire les étiquettes. Et là, j'ai découvert que le sucre était partout. Dans les biscottes, les céréales, mais aussi dans des produits salés, dans lesquels on ne s'attend pas forcément à trouver du sucre, comme dans le jambon, la sauce tomate, dans certaines boîtes de thon. Faire ses courses sans sucre ajouté, c'est la vraie galère. Alors pour comprendre pourquoi et comment le sucre s'était répandu dans pratiquement tous les produits industriels, je suis allée prendre un café avec Serge Papin. Ça commençait bien, il ne met pas de sucre dans son café. J'ai décidé d'arrêter les sucres ajoutés. Voilà. Tous les sucres ajoutés. Tous les sucres ajoutés, et tout le temps. Et tout le temps. Mais c'est pas si facile, parce que par exemple, je peux plus manger de jambon. Parce qu'il y a du sucre dedans. Vous savez pas? Si, arrêtez. Si, je sais qu'il y a du sucre. Il y a du sucre, il y a du dextrose et il y a du sirop de glucose. Il y a parfois 2 ou 3 sortes de sucre. Ouais. Le problème, c'est qu'est-ce qui donne le goût à un produit? C'est le sucre, le sel ou la graisse. Donc après, c'est une question de dosage. Les industriels ont eu la main lourde sur le sucre. Parce que le sucre raffiné est pas cher. Si on veut rajouter des produits traditionnels, ça permet de limiter les apports de produits nobles. Quoi. Et puis en même temps, il faut que ce soit bon, parce que moi j'ai goûté des trucs qui n'étaient pas forcément réussis non plus sans sucre. Hein. Ah bah oui, sans sucre, c'est par rapport à nos habitudes, par rapport à nos goûts, c'est moins bon, c'est fade. Si vous voulez alors faire très attention, vous éliminez le sel, le sucre et le gras, donc vous mangez triste. C'est le gros problème. C'est le gros problème. Mais normalement, quand vous mangez des produits
moins transformés, voire pas transformés du tout. Si vous mangez des fruits, si vous mangez des légumes, que vous faites vous-même votre cuisine, 1, c'est pas cher, 2, vous achetez des produits locaux qui sont produits pas très loin, et 3, ils n'ont pas besoin de rajout. Parce que les produits bruts ont en eux-mêmes la dose suffisante de sel, de sucre, et ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. Et on n'est pas obligé d'aller consommer des produits transformés. On peut vivre sans ça. Si par exemple vos enfants mangent des céréales, il y a que du sucre. Beaucoup trop de sucre dedans. Et si vous donnez le matin à vos enfants, je sais pas moi, du pain grillé, même avec un peu de beurre et un peu de confiture, des choses comme ça, bon, pour le coup, ça, d'abord, 1, c'est moins cher, et 2, ça va leur donner des habitudes alimentaires meilleures. La réalité, c'est que 80% des produits que l'on consomme aujourd'hui sont des produits industriels transformés, achetés en grande surface. Et c'est vrai qu'ils sont bien pratiques. Tellement pratiques que l'on s'est tous mis à manger de plus en plus vite. Aujourd'hui, le petit déjeuner des Français dure moins d'1 quart d'heure. Du coup, il se résume de plus en plus à ingérer un maximum de quantité d'énergie en un minimum de temps. Et comment fait-on ça? Eh bien avec du sucre et du gras. Et c'est pas vraiment du pain, c'est plutôt du pain au lait sucré, quoi. Oui. Le pain, non, en fait, le problème du pain, c'est qu'il faut se déplacer, il faut sortir. Et en général, c'est celui qui veut bien sortir et personne ne veut sortir. Ce que je veux dire, c'est que le petit déjeuner, c'est pas un repas où on fait attention à ce qu'on va manger. Vraiment, c'est le premier repas de la journée. La seule chose, c'est pas partir le ventre vide. Vous avez conscience que là, il y a à peu près que du sucre au petit déjeuner? Absolument pas. Ah bon? Non, mais à vrai dire, c'est pas une interrogation. Donc voilà, c'est un truc, c'est une démarche purement de plaisir. C'est vrai que le premier mot qui vient à l'esprit quand on parle de sucre, c'est plaisir. On nous l'a tellement rabâché que c'est devenu une vérité première. Mais aujourd'hui, avec l'explosion des maladies de civilisation, les temps ont changé et le discours aussi. Le sucre, le plus petit des grands plaisirs. La première campagne de la cascade, vous ne pourriez plus la faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous auriez un tollé, justement, des associations, des groupes de santé qui vous diraient le plus petit des grands plaisirs. Enfin, je pense que elle serait beaucoup plus matière à débat. Vu tous les efforts que même fait la filière sucre ou que font les industriels de l'alimentation pour gagner en respectabilité, pour essayer justement de ne pas incarner le mal absolu, mais au contraire des gens qui ont bien pris conscience des enjeux de santé. Vous pourriez faire comme moi, arrêter le sucre ajouté ou pas? Moi, j'aime pas appeler le sucre ajouté. Parce que je trouve que vous pourriez arrêter le sucre? Non, j'ai pas envie. Et puis j'ai besoin de m'accorder des petits moments de récompense. Vous avez une journée un peu difficile, un peu stressée, vous prenez un carré de chocolat le soir, ça fait du bien aussi au moral. Et en ce moment, la consommation de chocolat en France a l'air d'exploser. J'ai lu ça dans les études. Parce que on a une France assez déprimée, n'a pas les moyens vraiment de se faire plaisir. Donc c'est un des petits plaisirs accessibles qui marche plutôt bien. Mais vous arrivez à manger uniquement un seul carré de chocolat? Difficile. Difficile. Le sucre est un antidépresseur, mais c'est vrai, le sucre est un antidépresseur. Et le chocolat aussi? Ouais, c'est pareil. Depuis que j'ai commencé mon sevrage, je me sens plus légère, mais j'ai toujours autant envie de gâteaux et de chocolat. C'est sûr que les carottes et le céleri, au début c'est rigolo, mais on s'en lasse vite. Plus que d'une bonne pâtisserie sophistiquée, je rêve d'un truc très sucré. Ça fait maintenant 2 semaines et ça commence à se faire sentir. Les Américains appellent ça le sugar blues. Pour savoir si c'était possible de ne plus avoir ces envies de sucré, je me suis tournée vers l'hypnose. Sophie, si vous voulez bien, vous allez regarder le plafond. Eh bien, vous allez vous autoriser à fermer les yeux. Progressivement, toute sensation de faim ou d'envie de gâteau ou d'autres sucreries entre les repas va s'atténuer. Elle va se raréfier jusqu'à disparaître. Vous sentez même peut-être déjà de mieux en mieux, plus calme, détendu, de plus en plus sûr de vous. Si la séance m'a bien détendue, ça n'était pas complètement gagné. Mais bon, ça fera peut-être son chemin sans que je m'en aperçoive.
En attendant, comme j'avais toujours envie de gâteau, je suis allée voir le célèbre pâtissier Philippe Conticini pour lui demander de me faire un délicieux gâteau sans sucre ajouté. Alors c'est vous? Oui, très bien. Parfaitement bien. Alors, Philippe Conticini, moi je suis quand même une grande gourmande depuis toujours. Moi aussi. Bon, alors ça va, on va pouvoir s'entendre. Et du coup, je suis dans ce sevrage de sucre, mais j'aimerais me faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme recette? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour que je me fasse plaisir, que je reste gourmande, mais avec des sucres naturellement présents? Eh ben, écoutez, c'est... Alors, je vais vous expliquer. C'est possible ou pas? Bien sûr que c'est possible. D'accord. On va faire un 4K, d'accord? Ok, on fait un 4. Style 4K, style 4K. Donc on va dire, ça fait 250 grammes, ça fait 1 kilo, ça fait trop. Alors là, Philippe, malgré son air tranquille, il est parti au quart de tour. Et j'ai bien vu que dans son esprit commençaient à se mélanger des œufs, du beurre, de la farine et de la poudre d'amande. Pour un 4 quarts, il nous manquerait quoi? Le sucre. Ah bah oui. Donc maintenant, on arrive à ce qui vous intéresse. Bah oui. Il y a un produit, quand vous savez l'utiliser, qui apporte beaucoup de sucre. Quoi? C'est la carotte. La carotte. Eh bah oui, carotte. Le fameux cake à la carotte. Eh oui. En carotte râpée, d'accord? Ah d'accord. En carotte râpée, vous allez mettre, sans la peau, 130 grammes de carotte râpée. Ok. On va prendre de la poire. Poire et carotte, ça marche bien ensemble? Non, on s'en fout. Là, on va chercher le sucre de la poire. Mais dit que vous vouliez pas de sucre ajouté, bah oui. sauf le sucre des fruits. Oui. Oui. C'est bien ce que vous m'avez dit. Absolument. Et ben voilà, donc on va prendre une poire. C'est bien ce que je dis. D'accord. Donc on s'en fout du goût de la poire. Ce qui revient, c'est le sucre. Est-ce que ça va être le goût de la carotte alors? Non, ça aura pas le goût de la carotte. Ça aura le goût de quoi? Ça aura le goût de rien du tout, ça aura le goût de tout ça, sauf que ça va avoir un goût final qui sera différent de celui que vous connaissez, d'accord? Okay. Donc, la poire. Vous prenez une poire, vous l'épluchez, vous la coupez en morceaux, et vous la faites cuire sur le feu doux, hein, et vous la desséchez. Prenez 2 poires. Ok. Une poire et demie. Okay. D'accord? Ça va vous faire une pâte. Au fur et à mesure, ça va, comme la rhubarbe, ça va vous faire une pâte. Ce que vous voulez aller chercher, c'est le sucre. Le sucre, il va pas se barrer. Il va se concentrer. D'accord. Vous comprenez? Et là, vous allez avoir un sucre naturel. Vous pourriez vivre sans sucre? Ben, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais c'est une bonne question. Là, je sais pas parce que j'ai mangé mon... Votre financier. Et voilà, c'est comme ça que l'on fait un gâteau sans sucre ajouté. Il suffit d'aller chercher les sucres naturels, des fruits, de la farine, du lait. J'étais ravie du gâteau que m'avait inventé Philippe Conticini. Du coup, je me suis mise à en faire plein d'autres. Et puis, je me suis dit qu'il faudrait les faire tester par de vrais connaisseurs. J'ai donc profité de l'anniversaire de mes enfants pour faire une fête sans sucre ajouté. Ça veut dire pas de bonbons, pas de soda, que des gâteaux maison sans sucre. Je l'aime pas trop. Tu l'aimes pas? Bon, qui a aimé les gâteaux sans sucre? Moi, j'adore le gâteau de pomme. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Il est bon, hein? Le bilan était mitigé, alors j'avais prévu un plan B avec la totale. Des gâteaux avec du sirop de glucose-fructose, de l'huile de palme et des bonbons avec plein de colorants. Et là, comme par miracle, ceux qui n'avaient plus faim ont retrouvé l'appétit. Morale de l'histoire, ce n'est pas si simple de changer les goûts. En fait, tout ce qui est sucré et tout ce qui est très sucré va activer dans le cerveau tout ce qui est dopamine, sérotonine, etc. Et en fait, ces neuromédiateurs-là, on les retrouve aussi dans les addictions aux drogues. Hein. Aujourd'hui, je vais à Bordeaux. Pas pour déguster les fameux cannelés, vous vous en doutez, mais pour rencontrer Serge Ahmed. Il est directeur de recherche à l'Institut des maladies neurodégénératives du CNRS. En 2007, il a conduit une expérience qui a fait du bruit dans le petit monde de la recherche scientifique. Après avoir rendu des rats dépendants à la cocaïne, Serge Ahmed leur a proposé de choisir entre boire de l'eau sucrée et une injection de cocaïne. À sa grande surprise, les rats se sont presque tous détournés rapidement de la cocaïne. De là à déduire que le sucre est plus puissant que la drogue, il n'y a qu'un pas. Et vous avez vraiment arrêté le sucre, Anne-Sophie? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Vous avez senti changement Alors, je me sens un peu plus légère, j'ai perdu 2 kilos. Au niveau de votre humeur?
Je me sens en fait beaucoup plus en forme. D'accord. J'ai plus d'énergie. C'est ça le paradoxe. Hein, c'est dingue. Mais en fait, beaucoup de gens, effectivement, qui ont initié cette abstinence vis-à-vis de tout produit enrichi en sucre, rapportent exactement la même chose. Hein. Ah oui. Ils se sentent plus en forme, ils ont l'impression d'être plus concentrés, d'avoir l'esprit plus clair et que leur sensorialité est amplifiée. Comme si en fait le sucre avait toutes ces conséquences négatives-là. Alors, pourquoi le goût sucré appelle-t-il à y revenir encore et toujours? Sans édulcorer le propos, il me restait à savoir simplement si oui ou non le sucre pouvait nous rendre accros. Si je vous demande, est-ce que le sucre est addictogène ou addictif, vous me dites? Oui. Si nous prenons des drogues dures comme la cocaïne, l'héroïne ou le cannabis, il est très clair, hein, ça personne ne le contestera, qu'en termes de santé publique, les dégâts qui sont causés par ces drogues sont moindres par rapport aux dégâts qui sont en train d'être causés actuellement par ces produits alimentaires qui sont hyper concentrés en sucre et qui poussent des gens finalement vers la voie de troubles métaboliques comme le diabète, l'obésité, etc. Si jamais vous mettez bien ensemble, est-ce que tous les deux... Que se passerait-il si le sucre venait à manquer, si nous devions le partager? Les rats de Serge Ahmed ont bien voulu nous en donner un aperçu. Vous avez vu l'excitation qu'ils ont là? C'est dingue. Ouais, c'est fou. Voilà, il y a une belle dispute là. Il s'arrête jamais de boire, il n'y a pas un moment où il s'arrête? Si, peut-être au bout de 20-30 minutes, lorsqu'ils auront l'estomac complètement plein, là ils arrêteront. Mais là, si vous voulez, la sensation est tellement puissante que voilà, comme ça, quand on le regarde comme ça à l'extérieur, hein, on dirait que c'est presque une compulsion. Je ne veux pas exagérer, bien sûr. Complètement. Mais c'est le sentiment que ça donne. On a l'impression que voilà, c'est très puissant quoi, comme attraction. Ça correspond à quoi, en fait, par rapport à... Mais ça serait l'équivalent d'une bouteille de soda d'1,5 litre, bu en 5 minutes. C'est vrai. Ouais. C'est énorme. Facile. Aujourd'hui, en France, on boit de plus en plus sucré. En 5 ans, la consommation a augmenté de 10%. Et l'Organisation mondiale de la santé estime que la consommation excessive de soda, limonade et jus de fruits est responsable de l'épidémie d'obésité à hauteur de 20%. Il faut quand même savoir qu'on a les mêmes gènes que les hommes pendant la préhistoire. Et à l'époque, la sélection naturelle faisait quoi? Il favorisait les personnes à mesure, l'homme qui était à mesure de stocker bien, vite, avec efficacité. Aujourd'hui, on a la même gène. Donc, nous, on est construits, programmés pour être efficaces à stocker de la graisse. Et bien entendu, notre alimentation actuelle, qui est faite d'aliments qui sont très raffinés, ça veut dire avec très peu de fibres. Donc, on mange des quantités importantes sans savoir les sentiments de rassasiement, de satiété, parce qu'ils sont des aliments raffinés. Et puis, l'autre problème très important, je dirais encore plus important, c'est toutes les calories liquides. C'est des calories qu'on ne voit pas, on les utilise, on les accumule parce que c'est de l'énergie quand même, mais à niveau sensoriel et à niveau physiologique, c'est quelque chose qui ça passe inaperçu. On peut boire un demi-litre de limonade, on n'a aucun sentiment de rassasiement, de satiété, on a quand même avalé des quantités conséquentes de calories qui, s'ils sont répétées tous les jours, chaque semaine, ça fait des kilos à la fin de l'année. 1,5 litre de soda peut contenir jusqu'à 20 morceaux de sucre. Le problème, c'est que notre cerveau n'est pas équipé pour nous informer de la quantité d'énergie ingérée, parce que c'est de l'énergie liquide. Vous prenez du liquide, ça va tout droit. Et ça passe vite. Le contact avec la surface de l'intestin est très très limité. Ça veut dire qu'on avale les calories sans arriver à stimuler la partie de l'intestin qui nous donne les messages de rassasiement et de satiété. Notre organisme n'a pas du tout besoin de sucre raffiné. Il peut vivre sans sucre raffiné. En fait, si l'on peut ingurgiter autant de boissons sucrées, c'est parce que nous avons été conditionnés à les boire glacées.
Les papilles congelées, impossible de se rendre compte à quel point elles sont sucrées. Il suffit d'une petite expérience toute simple pour inverser la tendance. Boire tiède et sans bulle. Si vous n'avez jamais goûté, essayez chez vous, c'est aussi instructif que rigolo. Ça pue. Ça pue, hein? Ah oui. Moi, c'est le Fanta. Ah, ça donne envie de le boire. Goûtez, j'aimerais que vous me disiez ce que vous ressentez en goûtant. Ça pique C'est encore. sucré, hein? Ça pique encore. Moins. Voilà. Ah, c'est pire qu'à température. Hein. Mais c'est super sucré. C'est pire qu'à température ambiante, ça veut dire quoi? sucré, hein. Il faut savoir que plus on mange quelque chose de froid ou de frais, moins on ressent le sucre. C'est-à-dire que tout ce qui est glace, quand on mange le jus de la glace, Ah, c'est meilleur, c'est plus sucré. c'est vachement plus sucré. Donc ça vous montre à quel point au final ces produits sont sucrés, mais le goût sucré est anesthésié entre guillemets par le froid. Donc plus vous allez boire du coca ou un soda froid, moins vous allez sentir le sucre. Alors que vous voyez qu'au final la quantité de sucre est super conséquente. Là-dedans il y a 2 carrés de sucre. Hein. C'est énorme. Hein, mais effectivement le fait de vous le faire boire chaud, c'est pour vous montrer à quel point il y a du sucre dedans. 46% des Français sont en surpoids, 16% sont obèses et parmi eux, 9% de jeunes. Soda, barres chocolatées, bonbons sont des produits dont les adolescents raffolent. Ils sont nés avec et ont pris l'habitude d'en manger tous les jours sans jamais apprendre à gérer les quantités. Genre les gâteaux, les bonbons, bah j'en mange tout le temps. Les bonbons? Ouais. Non, puis c'est petit, donc c'est facile à manger. Enfin, on prend, on pioche, ça va vite. Beaucoup de ces jeunes filles n'ont pas pris l'habitude de manger en famille, mais elles mangent dans leur chambre, devant leur télé, devant leur smartphone. Ce qui m'a un peu pénalisé, c'est le grignotage. Le grignotage? Oui. Qu'est-ce que tu grignotais? Du pain, des gâteaux. Quand je m'ennuyais, quand je stressais. Le repas est pris rapidement, il est bâclé, parce que c'est pas la priorité pour elles. Donc automatiquement, toutes les perceptions, les ressentis ne sont pas activés. Donc après, elles ont faim peu de temps après, puisque le repas n'était pas équilibré, puisqu'il a été consommé très rapidement. Hein. Donc la satiété, pour le coup, est réduite. L'envie de remanger quelque chose arrive rapidement. Et puis là, on va sur du facile. Le facile, c'est le paquet de gâteaux, c'est la tablette de chocolat, c'est le Coca-Cola, c'est toutes ces choses-là. Ici, ces jeunes filles viennent se rééduquer. Elles apprennent à passer à table, ensemble, à heure fixe. Aucun aliment n'est interdit. Vous avez toutes mis du sucre sur votre pamplemousse, en fait. Ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il n'y a pas d'intérêt à priver, il n'y a pas d'intérêt à interdire. Vous avez déjà goûté le pamplemousse pas sucré? Oui, moi j'ai. Et alors? C'est bon, mais c'est acide. C'est acide? Ouais. Ça vous plaît pas? Non, je préfère avec le sucre. C'est mieux avec du sucre. Il est beaucoup plus intéressant d'apprendre à gérer ça, d'être capable de tirer du plaisir quand on va consommer du chocolat et non pas de la culpabilité, mais de savoir en consommer de façon parcimonieuse, sans que ça occasionne de problèmes de santé. Vous pouvez le sentir, vous pouvez le toucher. Qu'est-ce que ça vous évoque? Aujourd'hui, Thibault, leur diététicien, joue les démons tentateurs, mais pour la bonne cause. Il va en réalité apprendre aux filles à ouvrir leurs 5 sens, à regarder, à sentir, à toucher un rocher au lieu de l'engloutir en 10 secondes. Ça me fait penser au Nutella. Ouais, aussi. Ah, voilà. La pâte à tartiner. C'est Voilà. pour ça, les noisettes et tout. Et on passe à l'étape suivante, la dégustation. Allez-y, donc c'est pareil. L'objectif, c'est de faire durer le plaisir. Une demi-heure s'est écoulée avant d'en croquer la première bouchée. C'est ce que l'on appelle manger en pleine conscience. Et comme par magie, tout change. C'est super sucré. C'est super sucré. C'est bon ou pas? Non, j'aime pas. T'aimes pas? Non. D'accord. Et tu penses que si tu l'avais mangé dans d'autres conditions, c'est-à-dire dans la rue par exemple avec des copains ou des copines ou devant la télé, tu penses que tu l'aurais tout mangé ou... Oui. Tu l'aurais tout mangé, ça c'est intéressant. Et qu'est-ce qui fait que là tu l'aimes pas au final alors qu'en temps normal tu l'aurais tout mangé? C'est trop sucré. C'est trop sucré. C'est écœurant. D'accord. Plus on mange lentement, plus on a l'impression d'en manger plus. Ouais. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut que vous mangiez lentement. Hein? Et si vous arrivez à travailler là-dessus, vous aurez le plaisir. Parce que si à un moment de la journée vous avez un besoin de sucré, ça fait du bien d'avoir ce besoin de sucré. Je veux dire, c'est agréable, c'est pas désagréable. Mais vous allez vous rendre compte que la perception désagréable va venir assez rapidement.
Alors que si vous mangez ça très rapidement sans vous concentrer, cette perception désagréable qui est liée au fait que ce soit super sucré et super gras, vous la percevez pas. Et là, vous allez manger des quantités importantes. Vous comprenez, vous, pourquoi on a autant d'appétence pour le sucre? Pourquoi, finalement, quand on commence à manger effectivement un chocolat ou un biscuit, on a envie d'en prendre un deuxième comme ça? Vous avez une réponse à ça? Le premier lait qu'on va boire donc, au sein de la mère est super sucré. Et donc, il y a ça aussi, c'est qu'au début, on est élevé quelque part avec de l'amour et du sucre. Parce que quand on prend le sein de sa mère, c'est de l'amour et c'est du sucre. Donc c'est pour ça qu'on se fabrique une identité de mangeur. Et on a tous une identité, c'est un peu la Madeleine de Proust, hein, où les odeurs qu'on a, on allait chez nos grands-parents, il y avait une odeur tarte aux pommes, et c'est exactement pareil pour cette construction. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que c'est l'interface de la physiologie, de la neurophysiologie, des émotions, de la psychologie, et c'est sacrément compliqué, ce goût sucré. Mais d'où nous vient ce goût pour le sucre? Sommes-nous nés avec cet amour du goût sucré? Au Centre européen des sciences du goût, Sophie Niklos étudie les préférences alimentaires des bébés et des enfants. Aujourd'hui, elle propose à la petite Justine de 6 mois de tester différents biberons avec de l'eau sucrée, salée, acide et amère. Conclusion, le goût sucré est le seul que nous semblons apprécier, disons naturellement. Pour les autres saveurs, il va clairement falloir apprendre à les aimer. Alors la plupart des préférences alimentaires, elles sont apprises. À la naissance, on est un peu comme la page blanche et on apprend à aimer ce qui va être présent dans notre environnement culturel et familial. Et la seule exception à ça, c'est l'attraction pour le goût sucré. Et c'est parmi notre univers alimentaire la seule chose qu'on apprécie de manière innée. Et on construit tout le reste autour de ça en fait. Il y a un âge où tout est joué, où les préférences sont établies, entre guillemets? Moi je pense que vers le milieu de la 3e année, donc vers 2 ans et demi, on a découvert la plupart de son univers alimentaire, on sait s'orienter au milieu de cet univers, donc on connaît ses préférences et donc on est déjà capable de dire je veux ça ou je veux pas ça. Alors de le dire, pas forcément de cette manière-là, mais en tout cas de le faire comprendre clairement à ses parents. Après, on peut apprendre encore après, rien n'est fixé, gravé dans le marbre définitivement, on est fait aussi pour apprendre à apprécier d'autres choses. Mais ce qu'on a vu assez clairement dans pas mal d'études, c'est que les apprentissages qui sont postérieurs à cette période-là sont plus difficiles à mettre en place. Curieuse, Sophie Niklos a alors proposé à des enfants du fromage blanc sucré contre du fromage blanc nature. Sans trop de surprise, les enfants ont préféré le sucré. Alors, elle s'est amusée à affiner l'expérience. Nous, la question qu'on s'était posée, c'était plus est-ce que le taux de sucre contenu dans le produit va déterminer la quantité consommée? En d'autres termes, est-ce que quand c'est plus sucré, on va en manger plus, justement parce que c'est bon et qu'on va un peu se laisser entraîner par cette préférence? Donc on a organisé des goûters où à chaque goûter, on apportait un fromage blanc qui était avec un niveau de sucre différent. Et donc quand on fait ça, on voit qu'ils consomment, donc à cette période du goûter où ils ont faim, à peu près 120 grammes de fromage blanc à 0%. Donc 120 grammes, c'est un peu plus que le pot du commerce qui est à 100 grammes. Quand on leur donne des variantes sucrées, en moyenne, ils en consommaient 160 grammes. Donc un petit peu plus, 40 grammes de plus. Mais qu'on rajoute 5, 10 ou 15% de sucre, on n'a pas vu de différence. Donc effectivement, le fait que ça soit sucré peut entraîner une petite consommation supplémentaire, mais l'intensité du goût sucré ne va pas impacter la quantité consommée. Il y a une vraie réflexion à mener autour de cette teneur en sucre avec, pour moi, je pense, une vraie possibilité de limiter les teneurs en sucre à des choses assez raisonnables. Donc là, en l'occurrence, on se dit 5% de sucre suffit amplement, 15% n'a pas d'intérêt. C'est vrai que les teneurs observées, c'est plutôt 10% en général dans les produits du marché. À l'âge de 3 ans, nos préférences alimentaires sont établies. Et à l'âge de 7 ans, nos seuils de perception du sucre sont déterminés. Ça veut dire que plus on va donner du sucre à un enfant, plus il va aimer le sucre après. Le sucre, c'est l'enfance? Ah, c'est le singe. Hein.
Un enfant ne mange pas d'amertume. Nous apprenons à boire de la bière qui est amère, nous apprenons à manger des épinards qui sont un tout petit peu amers, nous apprenons à manger des endives, à les apprécier. L'enfant, lui, il n'aime pas ça. Il veut du sucre, il veut du gras. Notre passion pour le goût sucré n'a rien de nouveau. C'est même une très vieille histoire. Comme les singes, nous avons recherché la présence des fruits et du sucre qu'ils contiennent. L'évolution a fait de nous des êtres génétiquement programmés pour aimer, consommer et stocker du sucre. Qu'est-ce qui leur fait le plus plaisir aux singes? Si je viens avec une tablette de chocolat et que je leur donne un carreau de chocolat, c'est sûr que on ne leur en donne pas. Pourquoi? C'est trop sucré. Ah. Ça va apporter trop de calories. Aujourd'hui, si les singes sont privés de chocolat et autres friandises, ça n'est pas parce qu'ils ont fait des bêtises, mais c'est parce que les soigneurs ont arrêté de leur en donner. Pendant longtemps, ils les ont nourris comme des humains. Du coup, ils ont développé les mêmes maladies que nous. On a eu quelques singes qui étaient un peu gros. Les orang-outans, par exemple, souvent nos mâles orang-outans étaient limite de l'obésité, pour ne pas dire obèses. Aujourd'hui, les singes de la ménagerie suivent à la lettre les directives que le ministère de la Santé nous recommande. 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger. Là, Annabelle, elle va cacher la nourriture, en fait, qu'elle a préparée pour que ça dure entre un quart d'heure et une demi-heure plutôt que de durer 2 minutes. Le temps du repas tel que les nutritionnistes nous le disent, c'est la même chose. Voilà, c'est un peu comme ça. Faut pas qu'ils mangent trop vite. Et donc, ça va durer longtemps et ça va être compliqué. Il faut que ce soit complexe. Et il faut les faire cogiter. Il faut qu'ils travaillent. En fait, moi, je vis une expérience d'arrêt du sucre. Et quand je vois ce que vous faites là, je me dis que finalement, c'est peut-être une leçon, en fait. Ben, je pense que oui, on peut calquer un petit peu. Je pense qu'on est plus strict avec nos animaux qu'avec nous-mêmes. Et qu'effectivement, on leur a supprimé le chocolat et les choses très sucrées et que c'est pas plus mal pour eux. Voici donc le secret de la forme de l'orang-outan. Manger léger et se dépenser physiquement pour trouver sa nourriture. C'est sûr que nous, avec nos supermarchés, où l'on a des milliers de calories à portée de main, nos télés, nos voitures, ça va être plus dur de rester en forme. Mais bon, on peut s'inspirer. 1 mois après avoir arrêté le sucre ajouté, mon impression, c'est que je me sens beaucoup mieux, plus légère, moins fatiguée. Maintenant, il s'agit de voir si ce sevrage a une action en profondeur. Je retourne au centre du métabolisme, en Suisse, pour refaire les mêmes examens qu'il y a 1 mois. Et alors, comment c'est passé? Super bien. Enfin, difficile un petit peu au début, mais ça va. Je me sens beaucoup mieux, en fait. Et vous avez l'impression que vous avez perdu du poids? Oui, j'ai perdu du poids, oui. Je pense que j'ai perdu... Et vous n'êtes pas frustré, un peu plus énervable, contrarié? Non, j'ai plus d'énergie, je suis moins contrariée et moins frustrée, figurez-vous. Alors, là, on a la situation quand vous avez démarré. On avait 19 kilos de graisse. Aujourd'hui, vous êtes à 16 kilos de graisse. Ça veut dire que vous avez perdu 3,2 kilos de graisse. D'accord. Vous avez perdu également à peu près presque 1 kilo de muscles. Il faut quand même savoir que les muscles, c'est notre moteur. C'est lui qui va brûler les calories. Si vous perdez trop de muscles, votre métabolisme va se réduire progressivement. Et donc, ça va être de plus en plus facile de reprendre du poids. Et donc, ça, c'est une chose à éviter. Mais là, vous avez très bien travaillé. Donc, ça marche, en fait. En plus, je me sens mieux, en fait. Je me sens, franchement, je pensais pas que ce serait aussi facile, en fait, d'arrêter le sucre. Il faut quand même dire une chose. Au début, on dit toujours, on a une phase de lune de miel. Ouais. C'est l'euphorie. On voit quand même un résultat, on voit qu'il y a un changement positif, on est très très contente. Donc malheureusement, je dois vous dire que les premières semaines, ça va toujours bien. Ah bon, donc c'est maintenant que ça commence. C'est la phase de consolidation qui est la plus difficile. Tout est très bien. J'ai reperdu mes kilos, mais l'ennui, c'est que dans le lot, j'ai aussi perdu de la masse musculaire. Et ça, c'est parce que je n'ai pas fait assez de sport. Alors comme demain, je dois faire le bilan avec le nutritionniste, je rame. Vous n'avez pas eu de fringale de sucre? Parce que c'est quand même votre problème. Ah oui. Non, mais je dis pas que j'ai pas eu envie, mais je n'ai pas craqué.
D'accord. Je n'ai pas craqué. Un petit carré de chocolat noir le soir? Rien. Non, je n'ai rien pris. Vous avez fait l'exercice physique? J'ai couru un peu. J'ai découvert le tapis pour courir. Bon, d'accord. Ça n'était pas tout à fait la vérité. J'ai fait 3 fois du sport en 1 mois au lieu de 3 fois par semaine comme il me l'avait recommandé. Je lui ai débité les mêmes excuses que celles qu'il doit entendre à longueur de journée. Finalement, ça a été plus facile d'arrêter le sucre que de se remettre au sport. L'exercice physique, il doit être doux, c'est-à-dire à la moitié de sa capacité maximum, et il faut le faire régulièrement. Et la star de tous les exercices, c'est la natation. Oui. Parce que c'est régulier, on est dans l'eau, donc une pression positive, et c'est très Mais ça bon muscle pour pas trop. Hein. Mais le problème, c'est pas de vous muscler. C'est quoi? Le problème, c'est de maintenir votre masse musculaire. C'est que 1 kilo de muscle brûle 30 calories par jour sans bouger. Souvenez-vous, on a commencé que depuis 1 mois. C'est-à-dire qu'on a changé les habitudes de votre organisme, et l'organisme humain, il a horreur qu'on lui change ses habitudes. Donc il fait tout pour faire de la résistance. Et changer ses habitudes alimentaires, sincèrement, c'est entre 9 mois et 1 an. Finalement, ça n'est pas si difficile de changer d'habitude. Après 1 mois de sevrage strict, je suis sortie de l'automatisme. Je me suis déshabituée du goût sucré. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une énergie vitale qui semblait anesthésiée par trop de sucre. J'ai redécouvert le goût des aliments bruts, naturellement sucrés. Je me suis tout simplement réapproprié ma nourriture sans attendre après personne, ni les industriels de l'agroalimentaire, ni les pouvoirs publics. Et comme j'étais très heureuse d'avoir réussi mon pari, j'avais bien mérité une petite récompense. Et vous savez quoi? Je crois que c'est le meilleur éclair au chocolat que je n'ai jamais mangé. Je vous répète la règle éternelle, la seule, les tapes de la loi qui nous tombent dessus. Mangez de tout, en petite quantité, variez et faites de l'exercice.